Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Et voilà, donc je voulais vous parler de cette laïcité scolaire au Japon qui survit, bon gré mal gré depuis 1945 et la Constitution, enfin plutôt 1947 pour celle-là, parce que la Constitution provisoire de 45 établie par les Américains prévoyait au contraire de réinclure une religion d'État. Alors, qui existe bel et bien dans la Constitution, mais qui ne concerne que le culte impérial, c'est-à-dire qui n'est pas applicable à la société. Toujours est-il que c'est le Kyohiko Kihonho, qui est la réglementation, la loi éducation, on va dire, de 1947, qui impose cette laïcité dans l'enseignement public, qui représente 98% des établissements scolaires au Japon, hein, et qui donc prévoit qu'il n'est en aucun cas possible de faire l'apologie des religions, ni même d'en parler de façon dogmatique. Enfin, on va en parler un petit peu, je voulais juste vous rappeler voilà, qu'il y a deux articles qui sont constitutionnels et qui sont aussi qui ont construit le Japon et sont en rapport à la spiritualité et à la religion, ce sont les articles 20 et 89 de la Constitution. Je vous en ai maintes fois parlé dans mon dernier livre, et merci à tous ceux qui l'ont commandé d'ailleurs, Meiji no Satsujin, qui parle de la restauration Meiji. Et ensuite, dans le livre d'avant, qui parlait de la période de la Seconde Guerre, que j'espère rester seconde, et de l'immédiate après-guerre de la Constitution. Ces deux articles, l'article 20 de la Constitution du Japon prévoit la liberté religieuse absolue, c'est-à-dire que sur le modèle américain et plus largement anglo-saxon, tout le monde peut y exercer sa liberté, bien sûr, de croire ou de ne pas croire, mais aussi de croire le culte et la religion qu'il a envie de vénérer, voire de la créer s'il ne trouve pas celle qui lui plaît. C'est vrai qu'il n'y en a pas suffisamment de religion. C'est quand même intéressant de temps en temps de monter un petit business. J'ai vu que d'ailleurs un petit documentaire sortait là, sur les 50 ans du mouvement raélien. Eh bien, mon cher Claude, joyeux anniversaire. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Toutes ces petites arnaques bien senties, cette magnifique barbe entretenue avec... je m'égare, pardon. Et l'article 89 de la Constitution du Japon, donc, prévoit aussi la neutralité de l'État. C'est-à-dire que l'État, même si l'empereur est par constitution au-dessus du gouvernement, il n'a absolument plus aucun pouvoir décisionnaire. Bien sûr, il est à peu près comme le statut du roi, moi je dis constitutionnel, un empire constitutionnel. Il a le même statut que le roi ou la reine d'Angleterre ou dans d'autres pays de même type de constitution. Mais le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et son gouvernement, c'est-à-dire la diète, les autorités législatives et compagnie, se doivent de rester dans une neutralité religieuse absolue, ce qui, nous l'avons vu, n'est pas forcément la réalité, puisqu'un parti par exemple comme le Komeito, qui est un parti de droite, centre-droit, qui aide systématiquement le parti au pouvoir à avoir le nombre de sièges suffisant pour avoir la majorité absolue depuis quasiment la libération, est un pays ouvertement bouddhiste, par exemple, voilà, qui a des logos bouddhistes, qui
qui est très empreint de religiosité, etc. Donc cette neutralité n'existe pas, mais la religion ne peut pas être un argument de campagne, et les symboles ne peuvent pas être utilisés. On a ça en France, il y a aussi, je l'ai découvert récemment, un parti chrétien, voilà, pim, voilà, à l'info, les chrétiens démocrates, tout à fait, c'est un peu ça. Le nom de chrétien que le nom, parce que c'est plus un parti qui se réfère à des valeurs qui étaient des valeurs peut-être chrétiennes, comme là le Komeito se réfère à des valeurs qui sont censées être des valeurs bouddhistes, même si vous le savez, les valeurs bouddhistes, je n'y crois que peu. Voilà. Donc ces deux articles de la Constitution prévoient justement voilà, cette espèce de laïcité qu'on appelle le Hishukyosei, donc qui est la non-religieux. Le non-religieux, c'est le fait non-religieux. Le mot laïque, en fait, c'est un mot français, laïque, laïcité. J'ai entendu dans la vidéo de la Tronchambier que même les Américains utilisaient laïcité. Et c'est vrai qu'au Japon, on emploie aussi chez les laïcs le mot laïque. Ça ressemble à un mot japonais, mais c'est un nom français. Et les sociologues qui se penchent sur cette problématique de la laïcité, justement, utilisent le mot laïque. On utilise Hishukyosei, qui est vraiment le fait du non-religieux. Voilà. Et on essaie de garder ce Hishukyosei dans la Constitution et dans la vie de tous les jours. Ce qui n'est pas forcément très 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 facile. Je vais vous lire les articles que j'ai notés, parce que vous savez que je prépare, et j'ai mes petites fiches et tout. Je ne vous ai pas dire que je travaille pas après. Et je vais vous lire un peu ce qui est prévu dans ce qu'on appelle la directive Shinto, parce que, vous l'aurez compris, le Shinto étant la religion de l'empereur, elle a quand même gardé un certain impact sur la vie publique. En tout cas, la loi éducation prévoit que tout enseignement religieux est interdit dans le public avec des petits aménagements. Je vais vous lire ce qu'est la directive Shinto. Dans le cadre des programmes officiels, aucune place ne peut être accordée à la diffusion d'une religion donnée. Donc, il n'y a absolument aucune place pour aucune religion, mais les pratiques, us et coutumes sociales, attention, du Shinto, sont tolérées et considérées comme acquises dans le cadre d'une cohésion scolaire. Donc, bon, on en reparlera tout à l'heure. Les œuvres d'art à caractère religieux peuvent être considérées comme des sujets d'étude à condition d'être abordées objectivement et sans prosélytisme. Là, on a exactement la même chose qu'en France, où on étudie l'art l'art en général, pardon, dans son intégralité, excusez-moi, je l'ai dit, je suis pas, beaucoup d'anti-inflammatoires aujourd'hui, ça me... Et moi qui suis un ancien étudiant des Beaux-Arts, les écoles des Beaux-Arts françaises ne sont pas très à la droite de la droite, hein, mais on a beaucoup étudié l'art sacré, que ce soit catholique ou musulman ou bouddhiste, ou plutôt catholique d'ailleurs, parce que ça fait partie du cursus. Donc là on est à peu près dans la même chose. Les élèves comme les enseignants doivent parvenir à faire une distinction très claire entre leur statut au sein de l'institution, qui leur interdit toute activité religieuse, et celui de citoyen libre de ses croyances en dehors de celle-ci, qui l'autorise. Voilà. Donc on est à peu près pareil. Sur, on laisse sa religion à l'entrée de l'établissement scolaire, comme ce qu'on est censé faire en France, mais ça on en reparlera tout à l'heure avec le baron. Dans les faits, on en est assez loin. Et bonsoir Miss KO, merci mon Seigneur, ça me touche beaucoup, surtout écrit comme ça. La présence d'un religieux est interdite dans l'espace scolaire s'il se présente en tant que tel. Ceci peut cependant être autorisé dans certaines limites s'il le fait en tant que simple citoyen pour évoquer des sujets non religieux. C'est-à-dire que si vous êtes religieux et que vous avez vos enfants, parce que oui, les prêtres Shinto peuvent avoir des enfants, se marier avoir des enfants, ou beaucoup de protestants aussi, allez chercher vos enfants, ça va, vous devez enlever votre clergé ou votre crosse quand vous y allez, mais sinon vous pouvez y aller, mais pas en tant que religieux. Voilà, c'est interdit. En France aussi, il me semble, mais encore une fois, ça demandera confirmation auprès du baron. Que les voyages scolaires dans les sanctuaires Shinto et les temples bouddhiques sont autorisés à condition qu'ils ne servent en rien à un quelconque prosélytisme, mais uniquement à des vues historiques et architecturales.
On est un peu dans le même truc ici. Qui n'est pas allé visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris avec son école, ou la magnifique cathédrale de Périgueux qui est là, qui est beaucoup plus belle, non je rigole, ou d'autres, voilà, on va visiter des monuments religieux, à condition qu'on le fasse dans un but historique, architectural, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement respecté. Moi, j'ai jamais connu, que ce soit avec mes enfants scolarisés au Japon, ou à l'époque où la petite, courte époque où j'ai été enseignant là-bas, effectivement des choses ou le Sacré-Cœur, c'est vrai, qui est quelque chose d'assez particulier, mais que je déteste pas. Et enfin, que les installations scolaires publiques doivent être utilisées dans certaines conditions pour des activités religieuses. Lorsque les activités scolaires sont interrompues et contre un défraiement financier raisonnable, ça veut dire que vous pouvez louer votre gymnase des filles pour une réunion évangéliste, comme vous voulez. Ça ne pose pas de problème, à condition, voilà, que vous payiez votre loyer, bien sûr, et qu'il n'y ait pas d'activité scolaire en même temps pour éviter que les prêches soient entendus par les petites têtes blondes. Voilà. Et tout ça est appliqué relativement bien dans tout le public, dans tout l'enseignement public. Il faut savoir que les écoles privées confessionnelles représentent 2,2% du total des écoles, des 862 établissements secondaires. Ça représente 862 établissements secondaires dans tout le Japon, majoritairement chrétiens, donc catholiques et protestants. Il faut savoir qu'il y a une grosse... Oui, je monte le... C'est toujours toi qui me dis de monter le son, Sébastien. Ne serait-ce pas un problème d'écouteur, mais je l'ai monté un petit peu. Donc oui, les chrétiens sont assez présents, c'est même la religion exogène la plus présente. Alors, si l'on exclut bien sûr le bouddhisme, qui est considéré comme une religion étrangère depuis qu'elle a été bannie par le retour de l'empereur, mais les chrétiens, catholiques, protestants et réformistes et compagnie, enfin on va tout englober, c'est 570 établissements privés sur 862, ça représente beaucoup. Les établissements bouddhistes de type classique, bouddhiste japonais, c'est 241 établissements. Les établissements Shinto, c'est 35 établissements, c'est très très peu, parce que c'est vrai que le Shinto, j'en ai déjà parlé, c'est pas une religion prosélyte. Est-ce que c'est vraiment une religion? Oui, pour moi, mais enfin après ça reste quelque chose d'assez particulier au niveau du prêche, il y en a quasiment pas d'ailleurs. Et les autres, donc il y a 16 établissements privés, d'enseignement privé, confessionnel au Japon, qui sont tenus par la secte Moon, notamment l'église unifiée, des courants New Age un peu bizarres, mais qui sont sous la surveillance continue, et des cultes locaux. Alors les cultes locaux, ça veut dire que par exemple à Hokkaido, vous avez des lycées qui sont réservés aux enfants Ainu, et dans lesquels on exerce les religions ancestrales, donc une espèce de mélange de chamanisme et d'animisme. Et à Okinawa, c'est la même chose, vous avez 2 établissements, notamment dans lesquels la laïcité ne s'applique pas, puisque tous les enfants, en commun accord avec les conseils claniques, ont à la fois un enseignement religieux ancestral. Alors c'est une autre religion, c'est ni le Shinto ni le bouddhisme, c'est une religion qui est peut-être un peu dans la lignée des cultes qu'on peut retrouver en Micronésie et un peu partout, voilà, donc qui est quelque chose de très très différent. Et là on retrouve 16 établissements comme ça, et eux ne sont pas concernés par le Hishukyosei, donc par le non religieux. Voilà. Je me suis pas mal basé sur les travaux depuis quelques années pour parler et puis pour étudier cette laïcité au Japon, de Susumu Shimazu. C'est un sociologue qui est enseignant à Todai, à l'université de Tokyo, qui travaille justement sur la laïcité, qui a écrit un livre essentiel qui n'a jamais été traduit en français, que je rêve de traduire en français, mais personne ne veut le publier. Je l'ai déjà proposé à plusieurs éditeurs, ça ne les intéresse pas, qui s'appelle La laïcisation et la notion de religion au Japon, qui est un comment ça s'appelle, un classique, voilà, qui pour moi est la base de toute étude de la notion de religion au Japon, qui est très 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 relative par rapport à ce que l'on peut connaître en Occident, particulièrement en France et en Europe de l'Ouest, avec la tradition et le poids de l'histoire que l'on peut avoir. Je vais vous lire un petit texte de Susumu, justement, qui est à mon avis assez révélateur de ce qu'on peut retrouver dans la... Tiens, ma chérie vient d'éternuer. À tes souhaits.
Ainsi, le Shinto d'État japonais mobilise beaucoup de gens sans appartenance religieuse, selon eux, et les fait participer à son univers rituel. Les rapports entre le rituel étatique et le peuple ne peuvent pas être saisis dans l'optique de l'appartenance, ce qui relève des affaires politiques, mais les Japonais en face du religieux qui n'a rien à voir avec l'appartenance religieuse. Est-il efficace de recourir à la notion de laïcité pour aborder ce problème ? Et il pose une question qui est assez intéressante, puisque même moi, l'irréductible athée disciple, on va dire, je pense que la réponse est non. Je pense que la notion de laïcité telle qu'on la conçoit en France, et qui est indispensable pour maintenir un équilibre national, une cohésion, et puis tout simplement une civilisation, est extrêmement différente par rapport à ce qui se fait au Japon, puisque une fois de plus, le Shinto n'est pas une religion prosélyte, elle n'a en aucun cas l'ambition de dominer le monde, ni même le pays, puisqu'elle accepte ce concordat de 1947 avec le bouddhisme, avec cette religion syncrétique qui exerce sa libre activité depuis la libération, et elle s'accommode très très bien des autres religions, puisqu'il n'est pas rare de voir dans des processions Shinto des élèves du lycée catholique et lycée de Versailles, et voilà, donc la seule chose qui est interdite et qui est facilement applicable, c'est le prosélytisme. C'est là où on va avoir un problème avec les cultes, avec les... Salut Viola! Enthousiasme de sujet, je l'espère bien. Il m'enthousiasme, en tout cas, je sais que toi aussi. Voilà, le problème qu'on a avec les cultes, donc les sectes, c'est que eux sont très agressifs au niveau du prosélytisme, et ont donc été plus ciblés par cette loi du non-religieux que les cultes traditionnels, notamment le Shinto, qui a été accepté et qui a été intégré à la Constitution comme étant la religion d'État, certes, même si officiellement le gouvernement est un État laïque, mais un ensemble de codes sociaux, sociétaux et de vivre ensemble qui est accepté en tant que tel, puisque ne représentant pas de pratiques religieuses. Voilà, on en parlera un peu tout à l'heure dans les faits au quotidien. Ensuite, dans le contexte et dans le cadre des collèges et lycées publics, le prosélytisme politique aussi est interdit. C'est-à-dire que cette laïcité appliquée au milieu scolaire l'est aussi, alors non seulement pour le religieux, mais si je puis m'exprimer ainsi, et vous me pardonnerez si l'emploi de ce mot ne va point, mais il y a aussi de la laïcité politique appliquée au milieu scolaire, c'est-à-dire que tout prosélytisme politique est interdit. Et le professeur qui s'essaierait au prosélytisme politique en distribuant, par exemple, comme ce fut le cas dans ma prime jeunesse, des tracts pour des manifs ou pour rejoindre le Parti communiste français, comme mon prof d'allemand, salut, serait immédiatement renvoyé de son établissement. Voilà, parce que on étudie les religions à partir du collège, l'histoire des religions japonaises, des religions exogènes aussi, du bouddhisme, du christianisme, des christianismes, etc. Mais on étudie aussi l'histoire des philosophies et des mouvements politiques, et il est interdit de faire appel à un parti pris quelconque, une quelconque subjectivité dans les cours quand on parle de politique, et c'est le renvoi immédiat. De la même façon, les syndicats d'enseignement sont interdits. Voilà. Il y a des associations, alors on peut appeler ça un syndicat, mais ils n'ont en aucun cas une couleur politique pour ce qui est de l'enseignement. C'est la même chose dans la police. Les syndicats de police sont autorisés, mais ils ne doivent pas avoir de couleur politique, et dans les faits, c'est vrai qu'ils n'en ont pas. Et là, dans l'enseignement, il n'y a absolument aucune couleur politique. Voilà, tout le monde... Mais cette laïcité politique, on va dire, c'est quelque chose qui est très 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 important aussi dans les lycées, dans les collèges au Japon, parce que ça permet d'éviter l'embrigadement. Moi, je vous cache pas que j'ai un peu perdu la tronche à cause de profs charismatiques
et qui faisait, qui nous bourrait le mou à longueur de temps avec faut venir aux jeunesses communistes, faut venir aux jeunesses communistes, vas-y, en plein cours, nous donner des tracts, il y a manif tel jour, il faut venir aux jeunesses communistes, et le fascisme guette la France, et attention, parce que si vous vous engagez pas dans 5 ans, on a un dictateur à la tête du pays. Et oui, dans les années 80, c'était déjà ça. Il y a eu, cependant, pour revenir au Japon, on dissertera sur la France un peu tout à l'heure. Il distribuait l'Humanitéton. Nous, on l'a vendu, l'Huma Jeunesse, pour notre prof d'allemand. Voilà, c'était un des seuls profs d'allemand qui soit pas mazi. Il était communiste. Voilà. Bon, moi, je suis allé en Allemagne de l'Est visiter ma famille après, et j'ai compris que non, ça serait pas pour moi. Parce que je vous garantis que si vous avez l'âge d'avoir pu aller dans l'ancien bloc de l'Est, vous comprendrez pourquoi certaines personnes ne peuvent adhérer à ces idéologies, même sous la menace. Quelqu'un a fait pas mal de bobos, parce que pas mal de mal, c'est pas beau, non. Pas mal de bobos à la laïcité, c'était monsieur Abe Shinzo. Abe Shinzo, qui, comme vous le savez, n'est pas mort de sa belle mort, mais d'une décharge de flingue artisanale il y a 2 ans, presque 2 ans, lui avait pas mal de problèmes avec la laïcité. C'était un grand fan des valeurs viriles et ancestrales. Salut Barbure! J'entends pas les retours, je vais mettre ça. Et il a donc été un peu un écorcheur de laïcité au Japon, parce que sa fascination pour la religion, pour le côté religieux justement du Shinto, qui ne l'était pas forcément, il a essayé de tailler un peu des croupières à cette notion de laïcité, notamment à cause ou grâce, selon quel côté de la barrière vous vous placez, à sa proximité avec l'église unifiée, donc la secte Moon en Europe, on l'appelle plutôt comme ça. Auquel son grand-oncle, qui était Premier ministre lui aussi, son arrière-grand-père qui était Premier ministre, ses 2 oncles, sa femme, tout le monde faisait partie, ou fait partie de cette église unifiée. Lui n'en fait pas partie, mais il en est très 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 proche. Il a d'ailleurs été financé allègrement, et c'est ce qui va causer son décès, excusez-moi. Lui a pas mal écorché toutes ces valeurs, notamment parce que il était pour que l'on défende ces valeurs qui sont censées être celles du Shinto, c'est-à-dire de sublimer la virilité, le culte des ancêtres, la force, se battre pour devenir le premier, se rappeler du sacrifice des anciens, etc., mais le tout dans une unité de prière, comme disent ceux qui y croient. Et c'est vrai qu'il a fait pas mal de concessions, il a accordé beaucoup de subventions aux écoles privées, de n'importe quel culte, parce que il pensait, à l'époque de ses 2 mandats, qu'il fallait que le Japon redevienne un pays religieux, alors que M. Koizumi, par exemple, qui a été un des meilleurs premiers ministres de la fin du XXe siècle, était lui plutôt dans l'optique inverse, c'est-à-dire qu'il entendait bien supprimer les notions religieuses des textes et même des cérémonies. Enfin, ça a été assez compliqué. Faut savoir que le Shinto, c'est une religion sans fondateur, voilà, ce qui la différencie peut-être des autres cultes, où on trouve toujours un grand ancien, alors qu'il soit tout maigre avec une barbe et puis des épines sur la tête, ou avec une barbe et une toge, ou avec des grandes oreilles qui pendent, n'importe. Il y a toujours un président, directeur général qui a fondé la boîte il y a 1000 ans, 2000, 3000, 4000, ou qui s'appelle Claude Vourillon aussi, ça peut arriver. Là, dans le Shinto, il n'y a pas vraiment de fondateur, en fait, puisque c'est censé être une religion qui existe depuis la création du monde. Voilà, et donc qui fait partie intégrante de l'univers, et qui donc voue un culte à la nature, à l'univers, à toute chose, etc. Donc c'était assez compliqué, et la foi n'existe pas dans le Shinto. Même un prêtre Shinto n'a pas la foi dans le sens où l'on entend le mot foi, ou l'acception occidentale du mot foi. Un catholique doit avoir la foi. Il doit croire en Jésus, en la Sainte Trinité, etc., en la résurrection du Christ. Pas du Christ, ça, on y croit un peu. Mais là, le Shinto n'a pas la foi dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'il a des croyances
qui sont plus ou moins à la carte, parce que certains sont beaucoup plus proches de l'animisme que du chamanisme, et d'autres, c'est un peu le contraire, parce que le culte ne s'est pas développé de la même façon selon les endroits, il est empreint de coutumes locales aussi, donc c'est pour ça qu'il y a des arrangements, énormément d'arrangements. Par exemple, si vous allez dans un lycée privé, on va prendre l'exemple du lycée, un lycée public, pardon, un lycée public donc laïque, vous trouvez quand même des petites choses qui vous rappellent le Shinto, notamment les coupelles de sel à l'entrée des salles de classe, qui sont pas là pour absorber l'humidité, mais pour chasser les esprits. Parce que même si on n'est pas là pour prier, même si on est là pour appliquer la laïcité, on ne sait jamais, c'est un peu le pari de Shinto, on va dire, voilà. Et surtout, dans la Constitution et dans l'acception de tous, et c'est dommage qu'ils ne parlent pas une broque de français, ni même d'anglais, ni rien. J'ai un très bon ami, Teiji, le patron et puis manager des Zombie Lolita, qui ont fait le générique notamment de mes vidéos. Lui est un athée militant et convaincu, qui a été un des premiers à importer le satanisme laveilien au Japon dans les années 60. C'est un monsieur qui a un certain âge. Lui-même considère qu'il est quand même Shinto, même s'il est athée, qui ne croit en rien, ni à Dieu ni à diable. Parce que pour lui, c'est un héritage culturel, social, pas non prosélyte, et il est content de voir des temples shinto millénaires, il est content de voir des vieilles sculptures dans les bois, il est content des livres qui ont été écrits, il est content de l'héritage culturel, comme on peut être satisfait de l'héritage culturel catholique de la France ou protestant d'autres pays, etc. Bon, c'est quelque chose qui est assez partagé par tous et par toutes, et que l'on retrouve dans les écoles. Voilà. Donc dans les écoles au Japon, vous allez avoir une laïcité absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun entrisme de la religion prosélyte dans les lycées, dans les établissements publics. Par contre, vous allez avoir cet héritage Shinto qui flotte à tous les niveaux, dans les fêtes, dans les traditions, même dans certains aspects de la vie scolaire de tous les jours, dans beaucoup de choses, sans qu'il ne soit forcé, ni qu'on ne force quiconque à le faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette tradition Shinto, cette tradition... Salut Sandré, bonsoir et bienvenue. Cette tradition Shinto qu'on retrouve dans absolument tous les établissements, on les retrouve aussi dans les établissements cultuels catholiques, protestants, bouddhistes, etc. C'est tellement ancré dans la tradition, et de la même façon, ces établissements Shinto, ou cette tradition Shinto laïque, semi-laïque, ou vous l'appellerez comme vous voudrez, emprunte aussi un peu à la religion syncrétique, c'est-à-dire bouddhisme, Shinto mélangé, voilà. Et cette directive Shinto, donc, qui garantit un peu... on va dire le maintien des traditions sans avoir la lourdeur du dogme et de la doctrine, les derniers éléments en ma possession, Monsieur Kishida, donc vous savez, a succédé à Monsieur Abe, mais qui est une espèce de Monsieur Abe bis, mais en pire. Intellectuellement, déjà, il y a des petits manques par moment. Peu un Joe Biden plus jeune, lui est très croyant par contre, mais alors lui est bouddhiste, et il aimerait quand même que la religion refasse un petit retour quand même, parce que ça manque un peu de bouddhisme. Alors il faut savoir que le bouddhisme est extrêmement dogmatique en matière d'enseignement, là où le Shinto n'a aucun dogme sur l'enseignement ou sur la vie personnelle. Il a demandé à réviser cette loi de 1947 qui avait été révisée en 2006 pour donner un peu plus de mou aux écoles sous contrat, aux écoles religieuses sous contrat, en leur accordant quelques subventions pour la partie enseignement, attention, c'est-à-dire pour aider à payer les enseignants, ce qui n'avait pas vraiment nui au fait de la laïcité au quotidien. Et là, cette proposition de réforme, dont tout le monde se fiche, personne ne la mentionne à part la 20e page des journaux, et d'ailleurs j'espère que je vais continuer à recevoir mes journaux papier, parce que les versions en ligne sont beaucoup moins complètes, mais peu importe, tout le monde s'en fiche de tes histoires d'abonnement, mec. Toujours est-il que cette loi de 47 révisée en 2006 risque peut-être d'être un peu écorchée. Alors j'espère que les associations laïques japonaises vont réagir, même si je pense que Monsieur Susumu sera sur le coup, mais même si effectivement
comme je le répète encore une fois, la laïcité n'a pas les mêmes combats au Japon qu'en France. Il me semble assez nécessaire de garder cette notion, cette double notion. C'est pour ça qu'à la question qui posait, à savoir est-ce qu'il faut imposer la laïcité pour combattre même la culture shinto et les rites et les habitudes shinto, la réponse me semblait être non, parce que le fait de garder ce compromis, comme on dit, compromis, chose due, eh bien ça aide justement à éviter l'entrisme des religions plus agressives, telles que les sectes bouddhistes plutôt de type chinoise ou même mongole, qui essaient de s'infiltrer, et qui elles pour le coup sont dogmatiques et voudraient imposer des choses, notamment des réductions de certains types d'enseignements, l'interdiction de certains types d'enseignements aussi, l'église unifiée qui pousse quand même au portillon derrière, hein, pour qu'on les laisse rentrer, et on y était arrivé jusqu'à maintenant à pas les laisser rentrer, et le fait de vouloir toucher à ça en voulant faire donner un peu plus de liberté à certains cultes me semble quelque chose d'assez dangereux, parce qu'on risquerait de perdre cette douce harmonie laïque qui règne sur nos établissements japonais préférés. Mais ça, ce n'est qu'une vue de l'esprit pour l'instant, parce que rien n'a été voté, mais ça risquerait peut-être d'arriver. Je sais que voilà, là je suis en plein sophisme, mais bon, j'ai quand même la crainte de voir ça arriver. Et quand je vois les problèmes que pose l'entrisme religieux en France, je me dis que cette douce harmonie qu'on a réussi à avoir au Japon, ce serait peut-être dommage de la perdre, sachant que c'est un pays qui n'est définitivement pas religieux, malgré le fait que la laïcité y soit moins agressive qu'ailleurs. Enfin bon. Écoutez, je vous propose, je vais voir si mon cher Baron est dans les parages. Baron, si tu es là, manifeste-toi. Manifeste-toi maintenant. Ah, le voilà. Oh, le voilà, je le vois. Baron, es-tu là ? Hop là, j'allume ma cam. Caméra. Alors, est-ce que j'ai un retour son? Je n'ai pas de retour son. Bon, c'est qu'il est pas encore prêt. Il doit être en train de s'essuyer les coins de la bouche. Il doit finir. Eh ben voilà. Alors, Baron. On m'entend pas. Ah, voilà. Tu m'entends. Voilà, maintenant je t'entends. Qui merveilleux. Ah ben, je te vois. Ah ben voilà, c'est bon. Non, c'est rien, t'inquiète pas, j'ai fait une bêtise. Mais comme on n'était pas à l'écran, personne n'a rien vu, tout va bien. Est-ce que tu m'entends toujours? Absolument. Moi aussi. Alien. Oh, nous voilà tous les deux à l'écran. Mazel tov. Bon, est-ce que tu vas mieux? Ouais, bon, écoute. Ah, mouchoir au menthol en plus. Ah, pour éviter de s'écrocher la truffe quand on tune. Non, vas-y, ça m'intéresse beaucoup. Oh, il est pauvre chouchou. Ah ben je sais, ah ben oui, sinon t'as des bouts de cerveau qui tombent et... On n'entend pas le baron, bah qu'est-ce que c'est que ce... On n'entend pas le baron? On n'entend pas de son... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors attendez les gars. Et là vous entendez le baron? Est-ce que vous entendez? Parle donc. Est-ce que vous entendez le baron? Est-ce que vous entendez le baron? Et moi j'ai à peu près... Image, oui, son nom. Ok. Est-ce que vous entendez le baron? Est-ce que vous entendez un chuchotement? Et là, est-ce que vous l'entendez mieux? Est-ce que vous l'entendez? C'est non. Entendez le baron? Est-ce que vous entendez le baron? Si on ne m'entend pas, c'est pas marrant. Ah, c'est mieux. Ah, alors je vais le monter encore plus. Yes, c'est good. Oui, c'est bon. Ah, parfait, merci. Yes, c'est good. C'est parce que je t'avais baissé, c'est pour ça. Tu me dis, c'est mon émission. Je veux pas qu'on l'entende. Très important. Voilà. Bon, mais là, normalement, tout le monde... Parfait, merci. Bon, mais merci de me l'avoir dit, les amis. En plus, il venait de dire des trucs hyper passionnants. Il me parlait de son nez, de sa rhinite chronique, et tout ça.
Non, c'était pas une rhinite. C'est la crève, qui sont nés avec des poils incarnés, parce que quand on est vieux, on a des poils qui tout d'un coup tout à fait. C'est la réincarnation pileuse, ça s'appelle. C'est tout ce qu'on perd ici. On le gagne dans les oreilles et dans le dos et dans les orifices. C'est ça. En tout cas, faciaux. L'orifice du tourisme, c'est le plus poilu. Exactement. Et non, d'ailleurs, il m'est arrivé des trucs très très perturbants parce que j'ai eu des poils qui ont commencé à émerger des oreilles, à des endroits sur le pavillon, etc., à l'entrée de l'oreille. Et comme je suis très 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 sensible des oreilles, en fait, les poils percevaient des vibrations auxquelles j'étais pas habitué. Et ça me perturbait l'audition. Et pendant des mois, j'étais très emmerdé avec ce poil qui commençait à pousser. Et c'était une bagarre pour l'arracher à chaque fois. Pour enfin ne pas sentir une vibration que j'arrivais pas à décoder. C'est très énervant. Mais ça, je pense que c'est le fait d'avoir mangé avec Psycho. Il a dû te refiler des miasmes serbes, un truc qu'on connaît pas, qui est pas dans le catalogue en Europe de l'Ouest. Alors non. Après enquête et réflexion, je pense que c'est plutôt Thomas. Ah, c'est Thomas, ça m'étonne qui m'a refilé sa crève, parce que contrairement à Thomas, Dalibor a eu la gentillesse de ne pas me tousser dans le plat. Ah, ce qui est bien. Ça, c'est la politesse serbe, ça. Voilà, c'est ça. Et donc, non, le pauvre Thomas, il toussait comme un perdu. Il était en train de se protéger, machin, etc. Mais forcément, tu fais. Oui, le miasme. T'as beau mettre le coude, ça passe en dessous, ça passe en dessus, puis ça retombe, voilà, tu vois. Alors que Dalibor n'était pas très en forme, mais d'abord il était avachi en arrière, et donc on parlait genre et il n'a pas éternué, il n'a pas toussé, etc. Il était juste fiévreux et un peu éteint. J'ai discuté avec lui lundi soir, justement chez Zioclo. Là, on parlait de l'uniforme à l'école. Et c'est vrai qu'il était un peu éteint, ouais, effectivement. Oui, le pauvre. Oui, non seulement entre sa propre maladie et celle des gamines, plus celle de sa femme, si je ne me trompe pas, les nuits étaient courtes. Donc non seulement tu es malade, mais en plus tu n'arrives pas à dormir. Complètement, ça je suis... Puis en plus, comme il est complètement timbré, c'est-à-dire que la journée, au lieu de dormir pour essayer de récupérer, il produit des vidéos. Donc, et il joue. Voilà, où il bat des records aux jeux vidéo. Et il joue à Forza ou à je sais pas quoi, là, toute la journée. Voilà, c'est ça. C'est malin, ça. Est fou. C'est malin. Ah non, ça je suis tout à fait... Et le masque, Thomas il a pas mis de masque, mais si, il devait avoir un masque. Pour manger c'est un peu compliqué si tu veux, tu peux mettre le masque, mais après tu fais comme les voilés, si tu veux, tu t'en mets plein la barbe, quoi, tu vois. Donc... Alors, au début du Covid, ils avaient créé tout un tas de panoplies de masques pratiques, entre guillemets, pour aller manger au restaurant au Japon, pour éviter de retirer son masque. J'en ai acheté 2 ou 3 juste pour rigoler, parce que j'ai jamais cru en leur efficacité. Et il y avait, tu sais, les fameuses visières que les gens mettaient, qui faisaient une espèce de demi-masque devant, et il y en a un avec une espèce de charnière. Donc en fait, tu le mettais sur tes baguettes, et quand t'approchais tes baguettes, non mais je te jure que on aurait dit, c'est une chatière un peu, c'était un système de chatière. C'était d'un ridicule, mais c'était tellement sympa. Je lui dis, putain, si je pouvais avoir l'air encore plus con, je le ferais volontiers, mais je trouve qu'ils n'ont pas poussé le concept plus loin, c'est dommage. Non, mais en fait, ce qui aurait été vraiment pratique, ce qui aurait été vraiment intelligent, c'est de mettre en fait en haut du masque, ou sur les côtés, tu vois, une sorte de toboggan qui aboutit devant la bouche. Ah, un toboggan à nouilles qui n'est pas une contrepétrie. Ça aurait un potentiel, ouais, c'est vrai. Ah ouais. J'avoue que le potentiel aurait pu être croustillant, ça aurait pu être croustillant, c'est vrai. Ouais, mais le prochain Covid, on fera ça. Voilà. Et puis alors, effectivement, avec une petite trappe, tu sais, comme pour piéger les rongeurs, c'est-à-dire que avec une sorte de petit élastique de résistance, c'est-à-dire avec le poids des nouilles, ça passe. Oui. Une fois que la nouille est passée, ça ferme le clapet. Voilà, ça ferme le clapet. Si on pouvait inventer un truc qui ferait fermer le clapet à certains aussi, ce serait vachement bien. Une télécommande, ce serait bien ça. Bon, alors dis-moi donc. Mais au Moyen-Âge, ils avaient inventé un truc comme ça pour empêcher les femmes de parler. Ah oui, à Marie, ça s'appelle. J'en ai un à la maison, je te le présenterai. Ça, si j'avais la tête. Ah non, je vais pas rien dire sur ma femme, qui est une femme absolument parfaite, charmante et qui commence à comprendre le français. Surtout. C'est son seul défaut. Qu'est-ce que tu me fais pas dire? Tu vois, dès que t'arrives, c'est allez, bam.
Et voilà, c'est infernal ça. Hein. Voilà, c'est n'importe quoi. Alors, le pouce au crime. C'est le pouce Absolument. au crime. Mais c'est comme Richard la semaine dernière. Voilà, il suffit qu'on soit entre gens de bonne compagnie d'un certain âge et c'est parti dans le n'importe quoi. Et voilà. C'est ça. Les jeunes ne savent plus rire, pauvre ami. Bon, dis-moi. Comment se sont passés... Moi. Voilà. Merci beaucoup. Il fallait que tu la fasses. Comment se sont passés les assises... Écoute, ça va. Je veux dire, la moitié des phrases, tu fais des jeux de mots que par décence, je ne relève pas. J'ai remarqué, je t'en remercie d'ailleurs. Je fais mine de ne pas entendre, tu vois, mais ne crois pas que je ne les remarque pas. Je vois juste que j'essaie que la conversation suive son cours sans que nous partions dans des considérations. Ouais. Voilà. Je vois que ça frisote un peu derrière le verre de tes lunettes. T'inquiète, toujours. Bon, allez, sois sérieux un petit peu. Moi, je t'invite pas pour ton humour, alors... ça se saurait sinon. Comment se sont passées les assises? Dis-moi, pas le tribunal. Hein, écoute, les assises se sont passées de manière séante. Bravo. J'ai le droit aussi. Alors, c'était pas vraiment des assises, hein. C'était une conférence sur 2 jours avec un certain nombre de gens très intéressants, passionnants, courageux, dont certains sont des personnes dont certaines personnes qui sont des personnes que j'admire follement, énormément, pour leur courage, pour leur combat, pour leur intelligence, pour plein de choses, comme par exemple Richard Malka, et évidemment une de mes héroïnes que moi je mets au même niveau que Christopher Hitchens par exemple, qui est Madame Mariam Namazie, qui est une femme absolument charmante, fascinante, d'intelligence, de clarté d'esprit et de courage. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon après... Bref. Mais ouais, Mariam Namazie, on est sur du très haut podium. Et donc, on peut saluer aussi le travail extraordinaire qui a été fait par Mohamed pour organiser ça. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que à la limite, presque plus que le contenu et des échanges qui ont eu lieu sur scène, le point central de cette histoire, c'est que tout d'un coup, la laïcité à la française, les athées français existent dans la sphère anglo-saxonne. C'est ce que j'ai regardé la petite vidéo que Thomas a sortie. C'est l'impression que j'ai eu. Voilà, bon, je pense qu'il va sortir du contenu plus long, mais c'est quelque chose qui ressortait pas mal du mini-échange qu'il a eu avec ce couple. Tu sais, l'ancien pasteur dont j'oublie toujours le nom. Et son épouse, effectivement, déjà que le fait qu'on utilise le mot laïcité en anglais aussi, ce que je disais tout à l'heure, on utilise aussi laïque au Japon, le mot laïque, puisqu'il n'existe pas en japonais, c'est vraiment une valeur qui est très très française. Et oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait ça qui était plutôt, qui était assez représenté. Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Alors, il y a eu une captation de tout ça. Et alors, je ne sais pas si ce sera retenu. Je ne sais pas si ce sera retenu dans le montage final de la captation. Mais il y a eu un incident justement avec un Américain à ce propos, sur le fait que les francophones et ainsi que tous ceux qui venaient des pays étrangers, même anglophones, insistaient sur le fait que la laïcité, c'est pas le sécularisme. Et qu'il faut que les Américains arrêtent d'utiliser le mot séculariste ou sécularisme pour désigner la laïcité à la française, parce que ça ne désigne pas la même chose. Ça ne désigne pas la même chose, non, complètement. Et il y a eu un Américain, pendant la deuxième discussion à propos du texte, de la lettre ouverte, ou enfin, du statement qui a été fait à la fin, comment on dit ça? Bref, je me souviens jamais de ce genre de terme. Bref, de la déclaration entre guillemets. Il y a un Américain qui a commencé à dire oui, vouloir imposer le mot laïcité à la place du sécularisme, c'est exclusif. Enfin voilà, il a commencé à critiquer le truc en disant non, c'est pas supportable, etc. Et je vous avoue que j'ai eu un petit moment d'agacement,
et que je lui ai gentiment demandé de fermer sa gueule. Voilà. Alors, en lui expliquant que c'était pas du tout la même notion. Effectivement, c'est pas du tout la même chose, et la laïcité telle qu'on l'entend ici, elle est extrêmement différente. Alors, je sais pas si tu as écouté la première partie, mais si. Au Japon, elle a absolument pas la même signification que ce qu'elle peut avoir ici. Voilà, parce qu'on n'est pas dans des attitudes religieuses agressives et dogmatiques, et qui a en aucun cas péril en la demeure, notamment avec le Shinto, qui n'entend absolument pas imposer ses règles, et qui n'en a pas d'ailleurs sur la société, contrairement aux monothéismes occidentaux. Oui, alors, c'est vrai que cette notion dont tu parlais sur le fait que le Shinto était reconnu comme influence culturelle, sur le fait que ça faisait partie de la culture, des agissements normaux, etc., et que ça servait entre guillemets presque de lien social, etc., et que sous cet aspect-là, il était parfaitement normal d'y faire référence, etc., mais comme il est parfaitement normal de faire référence à la chrétienté ou la catholicité dans le cadre de la culture française, puisqu'elle a baigné dedans pendant 1000 ans. Donc, tout en ayant évidemment cette différence, c'est que le Shinto a toujours une influence dans la société japonaise, alors que l'influence de la catholicité ou de la chrétienté dans la société française n'a plus rien à voir avec celle qu'elle était, ne serait-ce qu'au début du siècle, enfin du XXe siècle. Donc voilà. Donc oui, j'ai bien entendu. Les points que tu appuyais sont évidemment intéressants. Il est évident que le fait qu'il y ait une immigration musulmane pratiquement inexistante au Japon fait qu'ils ne sont pas du tout confrontés à la même problématique que nous ici. Ils ne peuvent pas avoir de problème de voile ou d'abaya, vu qu'il n'y a pas assez d'étudiants pour les porter. Non, il y a quelques voiles chez les Indonésiennes étudiantes dans les universités des grandes villes, mais qui sont... Enfin, moi, tu en croises tous les 6 mois à peu près, et en général, voilà, ce sont des étudiantes qui viennent de Jakarta, qui font médecine à Tokyo, à Yokohama ou ailleurs, et puis qui, voilà, c'est pas du tout le problème. Qui repartent, ça s'installe pas. Non, ça s'installe pas. Donc voilà, c'est complètement différent. Et pour répondre à ta question, honnêtement, c'était... Il y avait un truc qui était super intéressant, et c'est une réflexion que Momo m'avait faite quand on a discuté de la chose. C'est-à-dire que la plupart des institutions, des grandes associations de la libre pensée, tout ça, etc., sont tenues par des vieux barbons. Voilà, en général des francs-maçons universitaires ou des universitaires francs-maçons, et qui en sont encore à communiquer par tract. C'est tout juste s'ils n'envoient pas des fax, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont complètement largués, ils ne comprennent absolument pas la révolution. Ils ont été épargnés par la révolution numérique, quoi. C'est un peu. Ouais, c'est ça. Les mecs, ils passent complètement à côté. Ça leur passe, mais complètement au-dessus de la tête. Ils n'ont aucune notion de ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et c'est absolument effarant. Il y a eu quelqu'un à qui on a passé le micro, qui était dans la salle, qui faisait pas partie des panels, hein, à qui on a passé le micro pour qu'il pose une question, et le mec s'est mis à pérorer pendant 5 minutes pour faire sa petite planche sur la laïcité, machin, truc chouette, pour bien prouver ce qu'il avait à dire, machin, et avec des notions et des façons de faire pour combattre l'influence islamiste, mais complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Et donc voilà, c'était assez saisissant de voir toute la jeune génération qui a parfaitement conscience et qui agit justement sur les réseaux et qui a un impact beaucoup plus important que tous ces gens qui continuent à avoir genre des blogs sur Facebook J'en suis quelques-uns, effectivement, ça n'avance pas à grand-chose, encore des tergiversations, et on sort des rapports, on sort des manifestes, on sort des choses qui sont lues sur du papier, comme tu dis, dans des réunions de quartier. Ah oui, non, ça, je suis tout à fait d'accord. Et il y a un manque de jeunesse flagrant, regarde-nous, dans les milieux militants. Ouais, et encore, nous, on a encore l'esprit, et on est encore à peu près vif, on est encore dans le truc. Alors effectivement, il y a une fracture, parce que par exemple, on n'est pas sur Instagram ou TikTok, mais au moins on fait le pont avec les mecs qui
qui nous écrivent des trucs, voilà, avec... Mais est-ce qu'il y a encore cet attachement à la laïcité et à l'athéisme chez les plus jeunes, dans les jeunes générations? Parce que Objectivement, oui. les sondages qui ont été cités pendant la conférence montrent que non. Non, Je pense que c'est le même phénomène que pour les antivax. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont jamais vécu sous la coupe ou sous la loi religieuse, de la même manière que la plupart des antivax n'ont jamais vu de gens mourir du tétanos, qui n'ont jamais vu un de leurs copains boiter parce qu'il avait chopé la polio, parce qu'ils n'ont jamais vu un de leurs petits frères mourir de la diphtérie ou de la coqueluche, et que ils s'imaginent que non mais le monde est comme ça, notre système immunitaire suffit. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les gens pensent que la laïcité c'est gagné, que la démocratie c'est gagné, que la liberté d'expression c'est gagné, ça y est, c'est le truc, et qu'ils n'ont pas compris que c'était des trucs qu'il fallait défendre au jour le jour, tous les jours, à titre personnel, dans toutes les occasions qui se présentaient. Et de la même manière que tu ne peux avoir de démocratie que si les gens qui vivent dans un pays sont démocrates et ils veulent de la démocratie, de la même manière tu ne peux avoir de la laïcité que si les gens sont laïcs et veulent de la laïcité comme modèle social et de rapport entre les gens. C'est extrêmement simple. La plupart des jeunes n'ont jamais été emmerdés par des religieux. Ah bien sûr que non. Et donc malheureusement, je pense qu'il va falloir qu'on passe par une période où des religieux vont finir par prendre un certain poids dans la société, etc., et commencer à emmerder les gamins qui n'ont pas conscience, pour que ceux-ci commencent à comprendre ce que c'est que de se voir imposer des trucs qu'on veut pas. Je pense qu'il y a même une certaine notion de subversion chez certains jeunes qui voient dans la provocation religieuse ce qu'on pouvait voir, nous, dans le fait de se mettre une épingle à nourrice. Le punk. Voilà, c'est ça. Et c'est le sentiment que j'ai vu ça par rapport aux camarades religieuses, on va dire, de ma fille en classe européenne, qui ont revendiqué le fait de porter un voile, alors que les parents n'en portaient pas, alors que l'année d'avant, n'avait qu'une envie, c'est de trouver un petit copain, fumer, aller en boîte, etc. Parce que je pense qu'il y avait... Tiens, si on pouvait un peu emmerder le bourgeois et provoquer un peu de panique aussi chez les... Bon, bien sûr, ça n'a pas marché. Il y a ça, et puis il y a la réputation. La réputation. Tu te rends compte qu'en général... Merci Guarnos, merci à toi. Alors, je ne veux pas faire de généralité, mais il est quand même assez souvent signalé que celles qui présentent le visage le plus prude, etc., sont les pires gognafières dans l'intimité. Bien sûr, mais oui, et puis les réseaux sociaux aident bien à amplifier le phénomène et à révéler les impostures assez rapidement aussi. Oui, non, totalement. Tiens, je voulais te demander ton avis aussi. Là, j'ai entendu la nouvelle de la suppression de l'agrément du lycée Averroès de Lille. Enfin, serais-je tenté de dire moi aussi, pour faire la liaison dangereuse qui est fort à propos. Est-ce que moi j'ai un peu raconté ce que j'ai pu en lire, c'est-à-dire tous les manquements bien sûr aux règles imposées pour avoir le statut de contrat, aussi les accointances avec le Qatar qui a fourni presque 1 million d'euros de subsides il y a quelques temps, etc. Enfin, les frères musulmans qui sont derrière, etc. Évidemment. Je comprends même pas qu'on ait mis autant de temps pour mettre le nez dans là-dedans, quoi. Enfin, je veux dire, je vais en reparler encore une fois, mais je vais faire mon vieil obstiné. Hassan Iqiyoussen était professeur d'éthique musulmane dans ce lycée. Hassan Iqiyoussen. Quand on voit les propos d'Hassan Iqiyoussen, on peut se dire que s'il dit ça en public au RAMF, on n'imagine même pas ce qu'il dit, entre guillemets, en privé, entre quatre murs, à des élèves bien influençables. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, j'en parle encore une fois de plus. Alors, attendez, où est-ce que je l'ai foutu ? Ah, le petit livre, oui, tout à fait, je vois ce... Oui. Petit manifeste contre la démocratie. Alors désolé, c'est à l'envers, mais voilà, je vous recommande la lecture si vous arrivez à choper une. Voilà, c'est aux éditions e-édition, www.i-édition.com, édition au pluriel, dans la collection Mise au point. Voilà, le petit manifeste contre la démocratie de Sofiane Medziani, qui a été le successeur du professeur Hassan Iqiyoussen au poste de professeur d'éthique musulmane. Voilà, et ce type-là explique
très simplement, hein, que la démocratie, c'est pas bien. Le seul modèle de société valable, c'est de prendre des gens évolués spirituellement pour guider le bas peuple. Voilà. Voilà. Donc c'est ce type-là qui était chargé de l'instruction morale des élèves du lycée Averroès de Lille. Mais alors, la question qui se pose, c'est qu'ils ont perdu leur agrément, donc ils ne toucheront plus de subventions de l'État. Mais par contre, ça ne les oblige en rien à fermer. Est-ce que justement, ils vont pas acquérir une plus grande réputation auprès des plus fondamentalistes des parents qui vont vouloir y envoyer leurs enfants, sachant que l'enseignement... tout le monde savait déjà, dans ce milieu-là, tout le monde savait déjà que c'était une école de fondamentalistes. De même que l'institut de formation là qui a, où est-ce que c'est à Orléans ou je sais pas trop quoi, enfin dans ce coin-là, l'institut de formation des imams. Quand on voit le programme, quand on voit ce qu'ils disent, quand on voit les associations européennes qui financent en partie cette école d'instructeurs islamistes en fait, c'est absolument aberrant. Tous ces centres, ces écoles, etc., devraient être fermés et tous ces types expulsés manu militari de France, quoi. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi ils ne le sont pas, d'ailleurs, et pourquoi des écoles qui prêchent contre... À cause des lois européennes. À cause des lois européennes, d'accord, on est bien, oui, ok, super. Bah regarde, là, on a un mec qui est expulsable depuis 2016, je crois. Qui n'arrête pas de demander l'asile politique, machin, etc. Alors on sait que c'est un islamiste, qu'il a été poursuivi pour apologie du terrorisme, pour machin, etc. On n'arrive pas à s'en débarrasser. On n'arrive pas à le virer. On n'arrive pas à le foutre hors de France. Et le mec vit à nos crochets, payé par nos impôts, parce qu'en plus, dans le temps où son cas est attendu, eh ben, il est logé, nourri, blanchi aux frais du peuple français. C'est absolument fascinant. C'est ce que j'allais te dire, c'est justement ça que j'arrivais pas à comprendre. Bah, après, bon, effectivement, on comprend mieux parce qu'il y a des termes juridiques qui sont posés et que malheureusement on n'y peut rien. Mais pourquoi ces écoles, quand on les soupçonne, qu'elles soient de n'importe quelle obédience, bon, c'est vrai qu'il y en a plus. Tu sais que tu es en pause publicitaire là depuis. Voilà. Ah, formidable. Voilà, donc là on nous entend plus. J'avais pas vu, tiens, j'avais pas mon retour. Ah, bah oui, c'est vrai. Voilà. Ah là là, on voit plus Jésus qui court avec la marathonienne, zut. Dommage. T'as vu, je t'ai trouvé une belle image, elle est sympa. C'est vrai que c'est assez mon style, la dame à l'écran. Ah ouais, je croyais que t'allais dire le monsieur qui court, je disais que si tu veux. Ah non, si tu veux. Non, les petites brunes comme ça, moi Allez, marathonienne, on va éviter de dire des trucs qui pourraient être retenus contre nous. Il n'y a plus de publicité. Et non, ça, il faut si, ça continue avec ça Noël continue. Et Bouygues Télécom. Non, mais on me dit, si on vous... Ah ouais, mais c'est les abonnés. Parce que quand t'es abonné... alors les abonnés, ils n'ont pas le truc. Moi, je suis pas... je fais pas partie de l'élite. Ah voilà. Non, de rouge. Oui. Pour moi, nous sommes revenus. Ça y est, on est... voilà. Ben, moi aussi, elle est parfaite. Donc, on va pouvoir s'auto-entendre. Alors, c'est cool. Ne mettez pas trop de bloqueurs. Donc on disait, ce que je disais, c'est que moi je ne comprends pas pourquoi ces mecs-là sont pas virés, pourquoi ces écoles ne sont pas systématiquement fermées. Oui. Et c'est tout. Enfin, je veux dire, voilà. Et alors, de toute façon, ma vision à moi, c'est que il devrait y avoir aucun financement public des écoles privées confessionnelles, quel que soit le niveau de confessionnel et quelle que soit la religion. C'est tout à fait. Je veux dire, catholique, protestant, machin, etc. Je m'en fous. Pas un cent doit aller à la promotion de ces écoles. Tout à fait, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je suis tout à fait d'accord. Et ils sont assez prompts à faire fermer des associations, par exemple, ou des groupements. Là, j'ai vu que le ministre de l'Intérieur et des Cultes avait fait fermer une association, avait fait dissoudre une association aussi fondamentaliste, catho. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec des enseignements dès lors qu'ils brisent les lois de la démocratie et de la République, quoi. Enfin, c'est quelque chose j'ai du mal à comprendre. Surtout... Est-ce qu'on est aussi sur des normes européennes ou est-ce que c'est juste une volonté de ménager la chèvre et le chou? Non, c'est une volonté de ménager la chèvre et le chou. Ouais, la paix sociale, comme on dit. Mais bien sûr. Quelle révolution il va y avoir, quel effet ça peut avoir de fermer l'école ou une association qui est un groupuscule
de cathos intégristes qui ne présentent objectivement pour la société Gugus, aucun danger. Il y a quoi? Il y a 200 Gugus, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Leur AMF, chaque année, c'est 200 000 visiteurs. Ouais, d'accord, oui. 200 000 islamistes revendiqués en France. Oui, mais bon, oui, ça passe crème. C'est vrai que je regarde un peu tout ce qui tourne autour de ces problématiques là, et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire par rapport à... Moi, ce qui m'épate aussi, mais tu as eu l'occasion d'en parler, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi, c'est que les défenseurs de la laïcité d'autrefois, tu me parlais tout à l'heure de Riss, mais on peut parler de Charlie ou de Harakiri, comme moi je le connaissais quand j'étais gamin, qu'on lisait à la maison. C'était l'apologie et le chantre, c'était des chantres de la laïcité à la française pure et dure, et c'était une valeur de gauche. Et de véritable gauche, de anticléricalisme. Anticlérical. Et dans les discours que j'entends, puis j'écoute un peu aussi les influenceurs de gauche, d'extrême gauche. J'ai même vu qu'il y avait des communistes qui revenaient. Alors on n'est pas rendu. On n'est plus du tout dans cette laïcité de gauche. Et j'ai même l'impression que c'est certain. J'ai vu que tu suivais que tu réagissais souvent sur les propos de Monsieur Bellamy, par exemple, qui est donc plutôt à droite, et du coup je me suis dit tiens, qui c'est? Et Cato, revendiqué. Et Cato, j'ai dit qu'est-ce qui c'est que ce monsieur? Et j'ai regardé certains des trucs qu'il écrivait, et je l'ai trouvé assez intéressant. Pour moi, du strict point de vue de la laïcité, j'ai rien à dire. Ouais. Le mec est effectivement, alors malheureusement de mon point de vue, il a des options sociales, etc. Bon, il est contre l'IVG, il n'aime pas trop l'IVG, le mariage gay, ça l'emmerde, etc., etc. Mais en tout cas, dans sa fonction de député européen et dans son discours politique et dans ses actions politiques, je n'ai rien à lui reprocher, mais rien. Il est parfaitement droit par rapport à la laïcité. C'est le seul que j'entends avoir un discours qui respecte parfaitement exactement les vues que j'ai sur la laïcité. Il est sans concession pour tout le monde. C'est ce que j'ai cru voir un peu en écumant un peu ces publications et voir un peu ce que tu relayais aussi. Mais selon toi, qui a plus de recul par rapport à ça et par rapport à ton expérience in situ sur le territoire, qu'est-ce qui a fait justement, parce que j'ai vu là que les seules voix qui s'élevaient contre la perte d'agrément du lycée Averroès, par exemple, c'était plutôt du côté LFI, ELV et compagnie, où ça disait que c'était une atteinte au pluralisme, des patins, des couffins et tout ce que tu veux. À quel moment il y a eu ce virage à quel moment la gauche a cessé? Terra Nova. C'était Terra Nova, des années 90, Parti Socialiste met en place un think tank c'est ça, ça, je connais qui s'appelle Terra Nova. Et qui formalise l'idée que, les ouvriers, on est dans une société qui va basculer définitivement dans le tertiaire. Les ouvriers, le tertiaire, sont des gens qui vont plutôt au milieu ou à droite. Les ouvriers traditionnels qui votent communiste, le vote communiste est en train de fondre en même temps que cette population, ce qui est une très très mauvaise analyse sociologique. Et l'idée, c'est il faut qu'on se trouve un nouveau groupe d'opprimés, d'oppressés à défendre. Les immigrés. Il se trouve que notre immigration est en grande partie africaine et surtout maghrébine et très majoritairement musulmane. Deuxième avantage, il n'y a pas de clergé. Donc c'est deuxième difficulté, il n'y a pas de clergé à proprement parler. Donc tu ne peux pas taper sur le chef des musulmans. Donc critiquer l'islam, c'est attaquer tous les musulmans, entre guillemets. Et tu combines tous ces trucs-là, ce choix stratégique d'investir dans ce nouveau groupe entre guillemets à défendre et à représenter,
On abandonne l'anticléricalisme parce qu'on ne peut pas appliquer l'anticléricalisme sur une religion qui n'a pas de clergé. On ne peut pas taper sur des gens pour diverses raisons. D'abord parce que c'est pas bien de taper sur la religion des gens, c'est pas respectueux. Et ensuite, il y a effectivement comment dirais-je, ce syndrome de la culpabilité de l'ancien colonialiste, l'ancien colonisateur, pardon, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. L'ancien colonisateur qui bat sa culpe en disant bon, j'ai des choses à me faire pardonner. Oui, d'accord. Voilà, voilà, c'est tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'analyse que j'ai. Il y a d'autres personnes qui ont la même analyse, mais en tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète les choses, c'est-à-dire que oui, mais nous, on s'est vraiment rendu coupable de choses absolument épouvantables, donc c'est à nous de nous rattraper un peu, etc., en se montrant généreux, compréhensif, machin, etc., tolérant, inclusif, mais machin, patacouffin. À un point où on en arrive à renier nos propres valeurs humanistes. Voilà, au nom du respect des croyances qui contreviennent totalement au fondement même de notre civilisation et des valeurs qui fondent notre démocratie et notre république. Voilà, non, on les défend mordicus. Non, mais ils sont homophobes, misogynes. C'est encore quelque chose. Voilà. Oui, mais non, mais on n'est pas légitime à les critiquer. Pourquoi ? Parce qu'on leur a fait du mal il y a 150 ans. Ouais, ok. À ce compte-là, on peut remonter d'histoire et tous les peuples sont coupables de tout, quoi. Ah oui, non, bien sûr, mais les Italiens les premiers d'ailleurs. D'accord, mais ouais, j'avais connaissance de ce think tank puisque j'ai eu une période où j'écoutais quand j'étais expatrié. Par moi aussi, je suis un peu confus par les antidouleurs aujourd'hui, parce que j'ai le dos bloqué. J'écoutais beaucoup la radio et il y avait notamment sur RTL des intervenants dans les années 90 qui, dans les comment ça s'appelait déjà, On refait le monde, des trucs comme ça, qui avait notamment le président de Terra Nova qui était souvent invité, dont j'ai oublié le nom. Et voilà. Et puis t'as aussi toute la philosophie SOS racisme, etc. Oui, alors ça j'ai connu parce qu'ils faisaient de l'entrisme dans les années 80 quand j'étais au lycée. Ils faisaient de l'entrisme dans les collèges et lycées pour faire vendre, tu sais, les mains, les badges à tout le monde. Et il y avait régulièrement des grosses bastons entre les identitaires et les mecs de touche pas à mon pote qui venaient vendre leurs mains à les autres. Et donc ils étaient là assez souvent, ça castagnait pas mal. Et j'ai souvenir alors j'étais dans le privé catholique quand j'étais au collège. Et j'ai souvenir d'avoir assisté à une conférence, ça devait être en 83 ou en 84, d'un monsieur qui travaillait avec Harlem Désir et qui était venu faire une conférence justement sur la marche des beurs et tout ça, nous expliquer beaucoup de choses qu'on ne savait pas parce qu'on était bêtes, et notamment avoir demandé à tous nos camarades racisés, comme ça se disait pas encore comme ça à l'époque, de prendre conscience qu'ils faisaient pas partie de la même communauté que nous, qu'il fallait qu'ils s'interrogent sur leur passé, c'était en 83 ou 84, c'est-à-dire qu'à l'époque on en avait rien à foutre de savoir qui était qui et qui faisait quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu des distributions de petits fascicules avec sur la colonisation, sur être un beurre. On disait même pas encore rebeu à l'époque, c'était juste beurre. En France et compagnie. Et c'était j'ai découvert ça à ce moment-là en me demandant pourquoi c'était aussi important que mes potes qui étaient nés à Périgueux avec moi, mais dont les parents ou les grands-parents étaient venus de Tunisie ou d'ailleurs, prennent conscience qu'ils n'étaient pas comme moi, dont la mère était d'origine Boche et compagnie. Et ça m'avait posé question, et puis je me suis dit, bon, après, je suis parti ailleurs, mais je pense que c'est vraiment quelque chose Et je parlais tout à l'heure de l'entrisme aussi, de certains partis dans les collèges et dans les lycées. Je ne sais pas si ça existe toujours, encore aujourd'hui, le fait de distribuer des tracts pour tel ou tel parti, tel ou tel syndicat. Il suffit de voir les syndicats étudiants dans les lycées, quoi. Il ne devrait même pas y avoir de syndicats étudiants dans les lycées. Enfin, je veux dire, c'est absurde. C'est des gamins qui savent même pas encore pisser droit, qui vont donner leur avis sur la politique. Enfin, c'est absurde. Oui, on a toujours un avis un peu écorché quand on est jeune, parce que
si on n'est pas commun, tu connais l'adage, si on n'est pas communiste à 18 ans, c'est qu'on n'a pas de cœur, tout ça. C'est vrai que on est forcément beaucoup plus extrême dans ses idées, que ça soit d'un côté ou de l'autre, quand on a 18 ans, ou 16 ans, encore pire. Encore plus, pardon. Ce qui est très étonnant, c'est que certains le soient encore à 50, voire 60 ans, parce que je retrouve, c'est ça, quand je retrouve des gardiens de cette pré-idéologie là, des années 80, qui sont toujours sur leurs acquis et qui défendent toujours les mêmes choses aujourd'hui, surtout que c'est totalement, ça me semble totalement obsolète, cette notion des années 80, on n'est plus du tout là-dedans en plus. Moi, ce qui m'avait fait réfléchir, c'est mon meilleur ami est d'origine guadeloupéenne, enfin il est métis, et donc c'était juste au moment de la marche des beurs, etc., et il y avait une manif organisée par justement pour touche pas à mon pote, etc., et donc on était un trio assez proche, et avec donc mon autre ami, on lui avait dit ce serait cool d'y aller, tout ça, etc. Il nous avait regardé, il dit mais j'en ai rien à foutre. Et ça, sur le coup, je me dis mais attends, normalement